Label ISR, ESG, Green Bonds, Greenfin, Finansol. Comment s'y retrouver parmi les labels responsables des banques et ne plus se faire avoir par le greenwashing de la finance? C'est le sujet que l'on traite aujourd'hui pour faire suite à la précédente vidéo consacrée au label ISR. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Comme toujours, je tiens à te féliciter car si tu es là, c'est que tu vas adopter une démarche financière responsable. Et bonne nouvelle, c'est possible. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, on va comprendre ce qui se cache derrière les obligations vertes et les labels responsables Greenfin et Finansol des banques. Et on commence tout d'abord avec les actualités du moment. L'Arctique s'est réchauffé de près de 4 fois plus vite que le reste du monde lors des 40 dernières années. Ce sont les dernières conclusions d'une étude parue dans la revue scientifique Nature. Les auteurs, des scientifiques basés en Finlande et en Norvège, ont estimé le réchauffement de l'Arctique en moyenne à 0,75 degrés par décennie. Les rapports du GIEC évoquaient déjà une fonte accélérée des pôles, mais l'estimaient à plus de 2 fois plus vite que le reste du globe. Ce phénomène est lié à l'albédo. Toute surface absorbe une partie de l'énergie solaire qu'elle reçoit et réfléchit une autre partie de cette énergie dans l'espace. La glace et la neige sont les matières qui réfléchissent le plus d'énergie solaire. Cependant, lorsque la banquise et la neige arctique fondent, cela oblige l'eau de mer environnante à absorber davantage de rayonnement solaire. Or, l'eau de mer a une capacité bien moindre à réfléchir les rayonnements et elle se réchauffe donc à vitesse grand V. L'équipe de scientifiques ne s'attendait pas à une telle différence et a constaté avec étonnement les résultats qui font craindre une sous-estimation du phénomène. Cela pourrait s'expliquer par l'obsolescence des précédentes modélisations qu'il faudrait donc actualiser. Les conséquences de cette fonte accélérée sont d'une part le risque de libération du méthane contenu dans le permafrost qui hausserait encore plus les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ainsi que la hausse du niveau des mers qui pourrait encore gagner 40 à 85 cm d'ici la fin du siècle. Seconde et dernière actualité pour aujourd'hui, on va finir avec du positif avec le plan climat et santé de Joe Biden qui a été adopté aux États-Unis à la mi-août. Cette réforme prévoit un vaste plan d'investissement de plus de 430 milliards de dollars, dont 370 destinés à l'environnement et 64 à la santé. Avec cette loi, je cite, « Les familles vont constater une baisse des prix des médicaments, des soins de santé et des coûts de l'énergie. » Cette Inflation Reduction Act permet à la fois de lutter contre l'inflation et le dérèglement climatique. Malheureusement, la loi pouvoir d'achat débattue en France est loin d'être aussi ambitieuse et favorable aux énergies fossiles avec des aides sur le prix de l'essence qui va d'autant plus profiter aux plus aisés qui consomment le plus. Ce financement américain sera réalisé grâce à un nouvel impôt de 15% soumis aux sociétés dépassant le milliard de bénéfices. Le camp républicain fustige de son côté l'utilisation du fisc pour financer ces dépenses, ce qui semble pourtant l'option la plus juste pour réduire les inégalités. Et pourtant, le plan initial prévoyait un investissement encore plus massif, mais il a dû être revu à la baisse afin d'être adopté grâce à la majorité. Avec cette réforme, un Américain recevra jusqu'à 7 500 € de dollars en crédit d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique, l'installation de panneaux solaires sur son toit sera prise en charge à 30%, des investissements sont également prévus pour le développement du captage de CO2, la résilience des forêts face aux incendies, ou encore la rénovation des logements pour les ménages les plus modestes. Comme toujours, tu retrouveras tous les liens en description. Allez, on avance et on plonge tout de suite dans le sujet du jour, comment se protéger du greenwashing de la finance en maîtrisant ce qui se cache derrière les différents labels. Avant tout, sache que cette vidéo est la suite d'une précédente vidéo que je te mets en petite fiche en haut à droite. Je t'invite vraiment à aller la voir avant pour mieux comprendre tout ce dont on va parler aujourd'hui. On va tout de même très rapidement rappeler ce qu'est la finance durable. Elle se décompose donc en 3 catégories. La finance solidaire, la finance responsable et enfin la finance verte. Ce sont l'ensemble des activités financières qui visent à améliorer l'intérêt de la collectivité sur le moyen long terme. Cet intérêt collectif est notamment défini par les 17 objectifs de développement durable adoptés par l'ONU dont on parle très régulièrement sur la chaîne. La première vidéo était consacrée à la finance responsable avec le label ISR et aujourd'hui on va se concentrer sur les 2 autres catégories. Comme la dernière fois, j'ai effectué pas mal de recherches avant de réaliser cette vidéo afin de vérifier mes informations et t'offrir le contenu le plus qualitatif possible. Cependant, comme déjà dit, c'est un sujet extrêmement exposé au greenwashing où il faut réussir à faire la part du vrai et du faux
Donc si jamais tu entends des imprécisions, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Cela étant dit, on avance et on commence avec le label Finansol pour la finance solidaire. Alors, à quoi correspond le label Finansol ? Il a été créé en 1997 par l'association Finansol, devenue FAIRE en juin 2021. FAIRE est un collectif engagé qui agit pour une finance inclusive au service d'un meilleur impact social et environnemental. On compte à ce jour 180 produits labellisés Finansol. Ce label est un gage de qualité de par l'exigence de ses critères. Il est attribué par un comité d'experts indépendants issus de la société civile. Le label Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence. Il t'assure que ton épargne contribue réellement au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et ou environnementale comme par exemple l'accès à l'emploi, au logement, le soutien à l'agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Il engage également ton intermédiaire financier à te fournir des informations fiables et les activités soutenues par le produit labellisé. Le label est attribué par un comité indépendant, comme on l'a dit, qui se réunit plusieurs fois par an et il repose sur les principaux critères suivants. Les critères de solidarité, donc tout ou partie de l'encours de l'épargne placée est affecté au financement d'entreprises solidaires et ou au moins 25% des intérêts de la performance sont versés de façon régulière par l'épargnant sous forme de dons à des associations. Les critères de transparence et d'information. L'établissement intermédiaire doit s'engager à te fournir l'ensemble des informations sur le produit labellisé et te tenir informé de façon annuelle. D'autres critères existent pour renforcer l'exigence et donc la valeur du label, comme la promotion des produits d'épargne solidaire ou la sélection des associations bénéficiaires des dons. La finance solidaire peut donc te permettre de faire fructifier ton argent et te générer des revenus, tout en participant aux enjeux de notre société. Les produits labellisés peuvent être variés comme des livrets, des obligations, des produits d'assurance vie et certains plans épargne. L'épargne solidaire a atteint en 2021 un encours de 24,5 milliards d'euros, soit une hausse de 27% par rapport à l'année précédente et donc une croissance grandissante comme on le constate sur ce graphe. Si tu souhaites investir dans la finance solidaire, il convient évidemment de te former et te renseigner auprès de l'intermédiaire par lequel tu passeras. Cependant, étant donné que les produits ne sont pas ou peu cotés en bourse, le risque pour que ton argent finance des activités controversées ou polluantes à ton insu est vraiment moindre et je n'ai d'ailleurs pas réussi à trouver de réelles critiques envers ce label, si ce n'est peut-être de faire attention au pourcentage dédié par le fonds à la finance solidaire. Pour ma part, je te recommande les plateformes de crowdfunding Mimosa pour investir dans l'agriculture durable et Elita pour investir dans des projets responsables et durables, qui sont toutes les deux labellisées Finansol. N'hésite pas à aller voir mes vidéos à leur sujet pour en savoir plus, et si tu es intéressé, retrouve en description des codes pour recevoir un bonus à ton inscription sur Mimosa ou Lita et soutenir la chaîne. MyGreenInvest reverse 50% de son bonus sous forme de dons et tu peux choisir à qui en votant sur Instagram. Alors pense à suivre également les réseaux, il y a du contenu supplémentaire quotidien. En conclusion, le label Finansol répond en grande partie aux attentes de l'épargnant qui souhaite redonner du sens à son argent avec des consolidations ou créations d'emplois, des relogements, des approvisionnements en électricité renouvelable, etc. Il connaît également une belle croissance, comme l'on vient de l'évoquer. Cependant, l'épargne solidaire reste encore beaucoup trop faible face à l'épargne totale des Français. La faute aux banques qui préfèrent orienter vers d'autres produits plus rentables et surtout qui leur laissent plus de liberté sur l'utilisation de tes fonds. Pour finir, on passe à la dernière catégorie, à savoir la finance verte. Et comme évoqué dans la première vidéo, les produits les plus connus de cette catégorie sont les obligations vertes, aussi appelées Green Bonds. Mais qu'est-ce que c'est ? Une obligation verte est un emprunt émis sur le marché par une entreprise ou une entité publique auprès d'investisseurs pour lui permettre de financer ses projets contribuant à la transition écologique, donc énergie renouvelable, efficacité énergétique, gestion durable des déchets et de l'eau, exploitation durable des terres, transport propre et adaptation au changement climatique. Elle se distingue d'une obligation classique par un reporting détaillé sur les investissements qu'elle finance et le caractère vert des projets financés. Donc concrètement, tu vas prêter de l'argent à une entreprise, une collectivité ou un service public en besoin de financement pour un projet dit vert et en échange, tu vas recevoir des intérêts. Ce marché connaît un essor rapide depuis sa création en vue des accords de Paris en 2015 avec une croissance de 75% entre 2016 et 2020
pour atteindre un encours total de 1600 milliards de dollars. Pourquoi investir ? Il existe 3 types de raisons pour lesquelles les entreprises et collectivités se lancent dans cette démarche. Communiquer sur leur stratégie environnementale et donner du relief à leur engagement. Attention, peut-être une alerte au greenwashing. Diversifier leur base de créanciers en ciblant des investisseurs éthiques. Et améliorer la qualité du dialogue au sein de l'organisation entre direction financière et direction environnementale au sein des structures. Les investisseurs, de leur côté, eux, cherchent à répondre à la demande des épargnants comme toi et moi d'investir en faveur de la transition écologique et mieux maîtriser un type de gestion intégrant des critères environnementaux amenés à croître dans les années à venir. Cependant, il existe un hic important concernant ces obligations vertes. Le marché des obligations vertes souffre d'un manque de transparence quant à la qualification verte des projets réellement financés. Sont pointés le manque de définition claire du caractère vert, l'absence de cadrage et le problème de confiance dans les informations transmises sur le suivi et l'évaluation des obligations vertes. En effet, aucun standard précis ne caractérise la dimension environnementale des projets financés. Absence de définition des projets verts, divergence dans les méthodologies de reporting, manque de standardisation ou de consensus sur les expertises et les critères de sélection. En conclusion, les enjeux actuels pour le ministère portent donc sur la standardisation et la transparence, et notamment sur la qualification verte des projets et le renforcement du reporting. Heureusement, il existe également un label créé par le ministère de la Transition écologique, le label Greenfin. Il a été lancé fin 2015 au moment de la COP21 et de la ratification des accords de Paris. C'est donc encore une fois un label d'État, tout comme le label ISR de la précédente vidéo, mais cette fois-ci sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et des Solidarités, et non plus sous le ministère de l'Économie et des Finances. Le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds d'investissement et s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Les avantages pour les investisseurs sont les suivants. C'est donc certifié par des experts, résolument vert, éligible aux obligations pacte pour l'assurance vie, conforme aux préférences environnementales des épargnants. De leur côté, les avantages pour les fonds sont un gain en visibilité, c'est également un outil de communication, ça leur donne une crédibilité forte et une expertise pour l'avenir. Le label Greenfin est lui focalisé sur le caractère écologique. Construire un avenir durable nécessite de capter des financements pour participer à la transition écologique, la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire diminution et captage du CO2. Le référentiel du label comprend 8 catégories d'éco-activités éligibles entrant dans les thèmes cités juste avant, avec énergie, bâtiment, gestion des déchets et contrôle de la pollution, industrie, transport propre, technologie de l'information et de la communication, agriculture et forêt et adaptation au changement climatique. On ira voir par la suite un peu plus précisément ce qui peut se trouver à l'intérieur de ces thèmes. Petit aparté sur le captage du CO2, il faut savoir que cette technologie est en règle générale extrêmement défendue par les lobbies et les industries liées aux énergies fossiles afin de pouvoir compenser les émissions qu'ils émettent. Cet outil pourrait leur permettre d'annoncer qu'ils sont neutres en carbone alors qu'ils continuent à émettre énormément et donc même si toutes leurs émissions sont compensées par le captage du CO2 et peut-être par exemple des crédits carbone, les impacts sur la biodiversité restent les mêmes. Et là, on arrive à la différence majeure avec le label ISR, l'exclusion des activités non compatibles avec la transition, à savoir l'ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et l'ensemble de la filière nucléaire. Et le label va plus loin encore en excluant également les sociétés qui font plus de 33% de leur chiffre d'affaires avec des clients issus des 2 secteurs strictement exclus que l'on vient d'évoquer. Donc si une entreprise comporte uniquement des clients du secteur pétrolier, alors elle est également exclue du référentiel d'investissement. Ensuite, il y a également une exclusion partielle des sociétés réalisant plus de 33% de leur chiffre d'affaires dans une des activités suivantes. Les centres de stockage et d'enfouissement sans capture de gaz à effet de serre, l'incinération sans récupération d'énergie, l'efficience énergétique pour les sources d'énergie non renouvelables et les économies d'énergie liées à l'optimisation de l'extraction, du transport et de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, l'exploitation forestière, sauf si elle est gérée de manière durable, et l'agriculture sur tourbière. Une autre contrainte pour un fonds labellisé Greenfin est la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille.
Les fonds doivent assurer une veille et décrire leur processus de gestion des controverses ESG des entreprises dans lesquelles ils investissent. On a approfondi ensemble la méthode d'évaluation ESG et toutes les critiques associées dans la précédente vidéo, que je t'invite une nouvelle fois à aller voir. C'est vraiment surprenant. Et donc, je n'ai pas réussi à savoir si le process était le même ici, et donc avec ces mêmes imperfections, mais étant donné que l'on a déjà dans un premier lieu le principe d'exclusion, la problématique est selon moi grandement atténuée. Les fonds candidats doivent également mettre en place un mécanisme de mesure de la contribution effective de ces investissements à la transition énergétique et écologique. Ils doivent mesurer les impacts dans au moins l'un des 4 domaines suivants. Changement climatique, par exemple mesurer les gaz à effet de serre ou démontrer la compatibilité du portefeuille avec un scénario à plus de degrés. Eau, montrer des indicateurs démontrant la baisse de consommation. Ressources naturelles, donc là par exemple la part de renouvelables, et biodiversité. Enfin, la dernière contrainte qui n'apparaît pas ici, mais que l'on retrouve lorsque l'on va rechercher le référentiel du label, qui est un PDF que je te mets juste ici. Il doit être composé au minimum de 75% d'actifs qui ont des éco-activités. Une entreprise définie comme ayant une éco-activité doit avoir au moins 50% de son chiffre d'affaires généré par des éco-activités. On touche donc ici du doigt la principale limite de ce label. 75% minimum d'éco-activité signifie donc que 25% peuvent être investis dans d'autres entreprises n'ayant pas cette éco-activité, à l'exception tout de même des exclusions dont on a parlé. Une autre limite porte sur le principe de notation ESG qui peut être aisément détourné comme l'on l'a évoqué. Dernier aspect sur ce label, comment est-il attribué aux fonds ? Tout d'abord, les audits de labellisation des fonds sont assurés par des organismes tiers indépendants. Le fonds adresse sa demande à l'un des organismes labellisateurs et lui fournit des informations sur la nature et la composition du portefeuille, ainsi que sur les règles de gestion et de contrôle interne appliquées par la société de gestion. Sur cette base, une première analyse est faite. Elle permet de vérifier si le ou les fonds entrent dans les champs de la labellisation. Si c'est le cas, alors la candidature est recevable et un contrat est établi entre la société de gestion et l'organisme labellisateur. Le fonds peut passer à la seconde étape. Un fonds d'investissement doit respecter 4 catégories de critères pour se voir octroyer le label Greenfin. Une part verte investie dans les activités vertes listées par le référentiel du label, des exclusions, une gestion des controverses ESG et la mesure de l'impact environnemental du fonds. Pour s'assurer que c'est le cas, l'organisme labellisateur audite le fonds candidat en utilisant différents moyens. Analyse des documents réglementaires ou commerciaux, du relevé du portefeuille et du rapport de gestion du fonds. Entretien avec les dirigeants du fonds pour approfondir certaines questions et demander des précisions. L'objectif de cet audit est de déterminer si le fonds candidat respecte les critères du label. Et enfin, la décision d'attribution du label Greenfin est prise en toute indépendance par l'organisme de labellisation sur la base du rapport d'audit. Le label Greenfin est alors accordé pour une durée d'1 an, renouvelable. Pendant la période d'1 an, des contrôles intermédiaires sont programmés afin de vérifier que le fonds est bien respectueux des exigences du label. On compte aujourd'hui 90 fonds labellisés pour un encours de 31 milliards. On est donc très loin des 636 fonds déjà labellisés ISR, ce qui quelque part démontre l'aspect plus contraignant de ce label Greenfin et donc de sa qualité. En conclusion, bien que le label Greenfin ne soit pas parfait, pour aller plus loin, il faudrait en effet avoir 100% des fonds destinés à des actifs qui sont des éco-activités et non 75%. Cependant, le principe d'exclusion des entreprises controversées et des entreprises du secteur des énergies fossiles et nucléaires, ainsi que des entreprises associées à ces secteurs d'activité, garantissent un impact moindre de ton argent. Ainsi, à ce jour en France, il n'existe pas d'autre label aussi puissant pour te garantir l'utilisation et la traçabilité de ton argent vers des activités participant réellement à la transition écologique et énergétique. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu auras encore une fois appris des choses. Si c'est le cas, pense à liker et t'abonner, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. N'hésite pas à rejoindre My Green Invest sur les réseaux, tu trouveras du contenu supplémentaire. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite, Go Green!